Donc, je l'ai intitulé l'insulinothérapie perspective d'avenir. Mais je vais commencer d'abord par souhaiter un joyeux anniversaire à cette insuline qui est une jeune centenaire, puisque les premiers îlots de Langerhans ont été découverts, donc les voilà, par M. Paul Langerhans dans le 19e siècle, et jusqu'à l'invention du moteur à explosion, le diabète était synonyme de mort. Et l'insuline a été trouvée par Best et Banting en 1921, donc ça fait vraiment 100 ans. Et la première injection a été réalisée le 2 décembre chez un certain Leonard Thompson, jeune diabétique de 14 ans, qui pesait alors 30 kg et qui reçoit la première injection qui va le faire vivre. Et voilà le jeune Léonard à l'âge de 14 ans avec ses 30 kg. Et ceci permet aux deux inventeurs de recevoir le prix Nobel de médecine en 1923. Donc quand on parle d'insuline, on parle d'une histoire qui est encore jeune comparativement à l'histoire des médicaments. Alors voilà, cette jeune insuline centenaire va vous poser quelques questions, même si malheureusement on est comme cela à distance. Pour petit rappel, comment ça se passe chez les non-diabétiques? Est-ce que là, par exemple, vous êtes devant votre écran, vous ne mangez rien, est-ce que vous êtes en train de sécréter de l'insuline? Vous ne pouvez pas répondre, mais la réponse est oui. Et quel type d'insuline? Alors là, c'est la question piège le plus souvent, parce que quand on demande le type d'insuline, on pense nécessairement au diabète, et donc toutes les personnes buguent un petit peu pour répondre à cette question. Et le type d'insuline, chez un individu normal, non diabétique, c'est de l'analogue rapide, l'équivalent de l'analogue rapide, en continu. Et puis, quand on est en train de s'alimenter, est-ce qu'on sécrète de l'insuline? Évidemment, oui. Quel type d'insuline? C'est encore de l'analogue rapide en bolus. Donc dans le corps humain, il y a uniquement un seul type d'insuline et seul le rythme va différer en fonction de la présence ou non d'alimentation. C'est important de connaître ce qui se passe dans la physiologie humaine pour savoir ce que font finalement tous les laboratoires pour essayer de mimer au mieux ce qui se passe dans le corps humain. Donc le but des insulines, comme on le voit, c'est de brûler du sucre. Et l'objectif, c'est de reproduire la sécrétion d'insuline et donc du contrôle. Donc normalement, idéalement, c'est que l'insuline soit sécrétée en continu avec des pics, des bolis à chaque fois qu'on s'alimente. Alors, je parlais de perspective d'avenir, mais comme le disait George Orwell, celui qui a le contrôle du passé a le contrôle de l'avenir. Et donc, il est important dans les perspectives d'avenir de d'abord savoir maîtriser déjà ce que nous avons, et ça fait partie aussi des perspectives puisqu'on améliore ce qu'on a déjà entre les mains. Alors, connaître les types d'insuline, ce dont on dispose, on a les insulines rapides, donc l'actrapide ou la Jusline R, qui vont faire leur effet au bout de 15 à 30 minutes après l'injection. Les analogues rapides, donc comme la Novorapide, qui vont agir au bout de 5 minutes, donc qui permettent une injection immédiatement avant le repas. Et les insulines semi-lentes, telles que l'insulatar ou la Jusline N, donc l'insuline الخضراء اللي يسميوها je ne sais pas si je peux parler en arabe d'ailleurs, اللي يسميوها التوانسة الصفراء كيف الماء والخضراء كيف الحليب, parce qu'il faut justement la remettre en suspension pour justement qu'elle fasse son effet et qui, elle, va avoir un effet plus décalé dans le temps pour les injections à la seringue. Et puis, on a les insulines lentes, les analogues, tels que la Levemir ou la Glargine, qui, elles, vont avoir un effet sans pic. Donc, ça va mimer la basale. Donc, comme on le voit sur les deux insulines en amont, ce sont des insulines avec pic, tandis que les insulines lentes sont des insulines sans pic. Alors, comment ça se fait comment se fait-il que ces insulines agissent de la sorte? Ce sont des insulines qui sont produites par génie génétique, et donc ces insulines-là ont été modifiées, si vous voulez, génétiquement, pour faire de sorte de pouvoir mimer au mieux ce qui se passe dans le corps d'un individu humain. Alors là, j'ai fait la comparaison entre les insulines rapides et les insulines ultra rapides. Comment ça se passe? Les analogues, donc la rapide humaine, avec la safra radica, elle est délivrée en hexamère et elle va se scinder en dimère puis en monomère pour faire son action. Tandis que l'analogue rapide, ou l'asparte, cette insuline va être administrée également sous forme d'hexamère, mais très très rapidement, elle va être remise en monomère, et donc l'action, l'absorption sont beaucoup plus rapides. Ceci explique les délais d'action et explique que pour cette insuline-ci, on doit l'administrer 15 à 30 minutes avant pour qu'elle ait le temps de passer en monomère, tandis que pour cette insuline-là, on peut l'injecter immédiatement avant le repas.
Donc le profil d'action, alors il y a une variabilité du profil d'action qui est importante pour l'insuline rapide, un délai d'action donc quasi immédiat pour l'analogue rapide avec un délai pour la rapide humaine, et la glycémie postprandiale, et quasi immédiatement, donc on a le pic d'insuline et donc elle peut brûler le sucre qu'on a administré par voie orale, tandis qu'avec une insuline rapide humaine, on n'imite pas le pic insulinique postprandial d'un sujet sain. Donc ça, c'est pour expliquer la pharmacocinétique et la pharmacodynamique de ces insulines. Alors, pour ce qui est des analogues lentes, donc là, on a la détémir qui est la lévémir. Son action, en fait, ce qui explique que ça soit une action qui soit prolongée, sans pic, c'est le fait qu'elle soit liée à l'albumine. Donc c'est comme ça qu'elle est lente, qu'elle va avoir une administration qui va être longue au niveau du corps humain. Et puis, pour l'insuline, donc glargine, ça n'est pas une liaison à l'albumine, c'est une solution qui est à pH 4, et donc comme la peau est à pH 7,4, il va y avoir un dépôt sous-cutané à pH neutre qui va ralentir l'absorption, prolonger la durée d'action, et donc expliquer le fait que son administration, son absorption soit beaucoup plus lente. Donc voici ces insulines, on vient d'en parler, donc les insulines à pic, que ce soit les analogues, donc Novorapid ou Glulizine, l'ANPH, donc l'ANPH qui est également une insuline à pic, avec un pic qui survient au bout de 7-8 heures, une efficacité de 10 à 12 heures, et puis l'analogue lente, lévémir ou glargine, qui sont des insulines sans pic, efficaces. Alors 24 heures, mais c'est en fonction des gens, et c'est pour ça notamment que pour la lévémir, on doit administrer 2 fois l'insuline. Les schémas d'insulinothérapie existants en Tunisie, donc on a les schémas conventionnels à 2 injections par jour, c'est le schéma le plus réalisé en Tunisie parce qu'il coûte le moins cher. Et puis on a le schéma d'insulinothérapie intensifiée, basal bolus, ou multi-injection qui repose sur des analogues lents et des analogues rapides. Je les ai mis en foncé parce qu'on en dispose et ils sont pris en charge par la CNAM. Et puis l'insulinothérapie à la pompe et l'insulinothérapie fonctionnelle ne sont pas d'usage fréquent, notamment pour ce qui est de la pompe à insuline, parce qu'elle n'est pas prise en charge pour le moment par la CNAM et pour encore probablement quelques temps vu la situation. Alors voilà les schémas. Donc le schéma conventionnel, on donne une injection avec un mélange d'insuline lente et d'insuline rapide, donc c'est de 2 à 3 injections, et puis parfois, pour certains, on va rajouter une injection d'analogue rapide pour le goûter. Ce schéma-ci coûte le moins cher, évidemment. C'est un schéma où il n'y a que 2 injections, mais c'est un schéma, comme on l'a vu tout à l'heure, qui ne permet pas d'avoir un bon équilibre glycémique, déjà du fait que ces insulines-là n'imitent pas ce qui se passe dans le corps humain. Le schéma multi-injection basal bolus imite ce qui se passe dans le corps humain, c'est-à-dire, comme on l'avait vu tout à l'heure, on n'est pas en train de manger et pour autant on sécrète de l'insuline. Et là, c'est l'effet de l'analogue lente. Cette analogue lente doit être administrée sans lien avec l'alimentation, mais à horaire fixe. Et puis, à chaque fois que l'enfant va manger, on va injecter de l'analogue rapide. Et donc, ceci nous fait le schéma basal, donc parce qu'on a l'analogue, bolus parce qu'on a les bolis, à chaque fois que c'est administré. On l'appelle aussi multi-injection parce que, comme vous le voyez, il y a 1, 2, 3, 4, 5 injections par jour. Donc, c'est un schéma multi-injection. Comment on le conduit pratiquement, ce schéma basal-bolus? Alors, l'analogue lente représente 30 à 45% de la dose totale journalière. 30% chez les enfants qui sont en bas âge et chez les enfants après la puberté. Au moment de la puberté, on peut monter jusqu'à 45%. Pourquoi? Parce qu'il y a une insulinorésistance physiologique au moment de la puberté. Il y a les hormones qui sont sécrétées et ces hormones-là font que l'action de l'insuline ne va pas être aussi efficiente et donc on va devoir augmenter le débit basal d'insuline. Et puis, on va donner des analogues rapides. Alors, pour ce qui est des pourcentages là que j'ai mis ici, c'est en fonction des moments du repas. Le repas le plus important comptera 25% de la dose totale journalière d'insuline. Pour ce qui est de l'AMM des analogues, vous le voyez ici, donc on a la Novorapid qui peut être administrée en pédiatrie à partir de l'âge de 1 an. L'insuline humaine à tout âge, la lévémir a eu l'AMM à partir de 1 an et la glargine à partir de 2 ans. Donc là, c'est pour l'autorisation de mise sur le marché qui nous intéresse pour la pédiatrie.
Pour ce qui est du schéma basal-bolus, je vais prendre un petit exemple d'un jeune, Salah, qui a 14 ans, donc un ado bien de chez nous, qui donc veut passer sous schéma basal-bolus. Alors comment ça se passe pour ce qui est de la prescription? On lui donne une grille dans laquelle il y a l'analogue lent et l'analogue rapide. Pour l'analogue rapide, on va donner une grille d'analogue rapide et ses fonctions de la glycémie au doigt préprandiale de ces sujets. Idéalement, évidemment, c'est de prendre en considération la quantité de sucre qu'il va manger, mais là, c'est l'insulinothérapie fonctionnelle et elle n'est pas d'usage courant, du moins dans les services pédiatriques. Donc, ce qu'on va considérer, c'est la euglycémie, c'est-à-dire la glycémie normale entre 0,8 et 1,5. Et c'est pour cette tranche-là qu'on va mettre les pourcentages qu'on a vus tout à l'heure, 25% au déjeuner, 20% au petit déjeuner et au dîner, et 10% au moment du goûter, si le goûter compte des féculents. Pour Salah, par exemple, qui pèse, je n'ai pas mis le poids ici, donc on a donné 0,8 unités kilo par jour, 36% de basal, donc il va recevoir en insuline en analogue lent 13 unités, et puis voilà comment ça se passe en pratique, donc les 20% c'est 7 unités, 9 unités au déjeuner c'est 25%, 7 unités au dîner, et au goûter, s'il prend des féculents, il va s'administrer 3 unités. Ça, c'est la première prescription qu'on donne à Salah pour le premier passage sous schéma basal-bolus. Après, ça va être des incrémentations pour les autres lignes. Ça va être des incrémentations. Vous voyez, on passe de 1 à 1, donc moins 1 pour ce qui est en dessous et plus 1 unité jusqu'à arriver à plus 3,50 grammes. Donc, comment ça se passe en pratique? Salah يجي باش يفطر يحلل قبل فطور الصباح يلقى عنده جرام فاصل 4 يزرق 7 وبعد ياكل. C'est comme ça que ça se passe. Donc cette grille doit être accrochée au réfrigérateur ou photographiée sur les téléphones maintenant que les gens ont continuellement le nez dessus. Pour ce qui est de l'algorithme de titration, alors maintenant, avec Salah كان جينا أول مرة باش نحطوه sous schéma basal-bolus, on fait ça. Mais si Salah était déjà sous schéma conventionnel et qu'on va le changer par un traitement intensif, on va avoir un algorithme de titration. Comment ça se passe pour le faire simple en fait? Si Salah a une bonne hémoglobine glyquée sous son schéma d'insulinothérapie conventionnelle, on va garder la même dose en unité totale d'insuline. Pourquoi? Parce que le schéma étant plus efficace en basal-bolus, on devrait avoir de meilleurs résultats en hémoglobine glyquée. En revanche, si Salah a une hémoglobine glyquée qui est bonne sous le schéma conventionnel, à ce moment-là, on va réduire de 20% la dose totale journalière parce qu'autrement, on risque de le faire passer en hypoglycémie sous traitement. Voilà, pour faire simple et ne pas faire des choses compliquées. Alors voilà, il y a cette petite fille qui vous dit là, moi j'ai une bonne hémoglobine glyquée, que va m'apporter de plus un schéma basal-bolus? Alors l'hémoglobine glyquée, déjà, il faut expliquer ce que c'est. Pour les enfants qui sont scolarisés, je leur dis que la glycémie au doigt, c'est comme une note d'examen. Qui m'a dit j'ai 17 sur 20 fait l'examen de mathématiques. Ou l'hémoglobine glyquée, c'est la moyenne trimestrielle, c'est le bulletin trimestriel. Donc c'est ce qu'il va ramener. Je trouve ça très mignon, le qawédé. Quand il y a une bonne grille, les bonnes glycémies au doigt, ou l'hémoglobine glyquée 14%. Donc, ils حسوا فاسهم قود بهم التحليل parce que يفضحهم. Donc, مسمينه تحليل القواد, j'ai bien aimé parce que c'est réellement ça. Voilà. Donc, l'hémoglobine glyquée, on a des objectifs qu'on doit annoncer, 7,5 à 8% en fonction de l'âge des enfants. Et cette hémoglobine glyquée, c'est la sœur jumelle de la glycémie journalière moyenne. Pour faire simple, retenez ça. Quand l'hémoglobine glyquée est à 7%, ça correspond à une glycémie journalière de 1,5 g par litre. Ou colmaranzid ou 1% en hémoglobine glyquée, on fait monter la glycémie journalière de 1,8 g par litre. Donc, il y a 14% ou il y a un cycle ou c'est pas possible puisque ça lui fait une glycémie journalière moyenne de 3,6 g par litre et donc nécessairement, il a dû maquiller son cycle glycémique. Alors ça, c'est un petit rappel, c'est parce que je voulais mettre des chiffres tunisiens dans les perspectives d'avenir. C'est un travail qui a été conduit au PUC 2 fois à quelques années d'intervalle, sur 17 ans de 91 à 2007 ou sur 11 ans de 2008 à 2018.
sur le diabète de type 1 chez les moins de 5 ans. Et vous voyez ici, on avait 100 enfants en 17 ans chez les enfants de moins de 5 ans ou 200 enfants en 11 ans chez les moins de 5 ans. L'incidence du diabète, c'était de 6 nouveaux cas initialement, passé à 18,18 nouveaux cas par an. Donc là, ça vous montre tout ce qui est l'augmentation continue de ce diabète de type 1. Et puis, en comparant les hypoglycémies chez ces enfants, vous voyez ici, l'hypoglycémie était beaucoup plus fréquente chez les enfants de la première époque que la seconde. Et en fait, ceci est expliqué par le fait que ce deuxième groupe d'enfants a été mis plus largement sous insulinothérapie intensive et qui est, elle, associée à un moindre risque d'hypoglycémie. Et ça, on va le voir, avec une amélioration du taux d'hémoglobine glyquée. Mais je voulais le montrer parce que vous voyez, le premier groupe était à 100% sous schéma conventionnel et le second à un bon tiers qui est sous schéma basal-bolus. Alors, la petite posait des questions. Une bonne hémoglobine glyquée, parce qu'il y a une notion qui n'apparaît pas sur l'hémoglobine glyquée et qu'on appelle la variabilité glycémique. C'est la fluctuation de la glycémie. Et c'est un élément important. Donc, on peut avoir des enfants. Donc, vous allez voir là deux patients qui ont la même hémoglobine glyquée, 7,8%. Vous avez le patient A, vous voyez, donc son excursion glycémique, comment elle est, et vous avez le patient B qui a exactement la même hémoglobine glyquée, et vous voyez comment est sa variabilité glycémique. Donc, if tu chauffes l'hémoglobine glyquée, elle ne parle pas de toutes ces fluctuations glycémiques. C'est tronqué finalement comme image. C'est donc voilà. Et ces deux courbes se rencontrent uniquement au niveau de ces 4 points-là, sinon elles sont totalement discordantes. Donc, une même hémoglobine glyquée avec une variabilité glycémique, une même mesure de glycémie avec une variabilité glycémique différente. Kif kif معنا شفتوا هذايا مثلا هنا c'est le même point, ils se rencontraient les deux personnes. واحد ماشي باش يتعدى في الhypo والآخر il était dans une hypo qui était moins sévère. C'est exactement la même chose. Je reprends l'exemple de l'école. C'est comme à l'école, deux enfants qui ont 15 sur 20. واحد يقول والله الله عليه قداش التلميذ نجيب مرة يجيب 14 مرة يجيب 16 et il a une moyenne de 15 sur 20. Et un bon petit cancre qui va avoir 10 et 20 et à la fin, il va avoir la même moyenne de 15 sur 20. Donc, ce ne sont pas les mêmes types d'élèves. Et donc, pareillement, les fluctuations glycémiques ont exactement le même sens par rapport au diabète de type 1. Alors, pourquoi ça varie? Pourquoi cette variabilité glycémique? Les causes sont nombreuses. Alors, elles tiennent à la fois de facteurs physiologiques qui ont une influence sur le sang, que ce soit donc l'insuline endogène, la prise alimentaire, les hormones de la contre-régulation. On a aussi des facteurs anatomiques, donc l'adiposité, le site d'injection va faire différer la glycémie. Et puis, on a les influences pharmacologiques, donc qui tiennent au profil des insulines, et puis les modes d'administration de l'insuline qui vont être à l'origine de cette variabilité glycémique dans le diabète de type 1. Cette variabilité peut être mesurée en inter-individuel et en intra-individuel. Vous voyez ici, par exemple, deux personnes qui vont recevoir donc une même insuline, d'étémir, 0,4 unités à 4 reprises. Et puis, donc, elles vont avoir le même type de réponse, si vous voulez, mais elles vont varier chez le sujet A par rapport au sujet B. Pareillement, donc là, c'est en inter-individuel. On a aussi des variations en intra-individuel. Ici, c'est un sujet qui a reçu de la NPH à 4 reprises, donc sur 4 jours différents, et les réponses étaient imprévisibles. Et donc, vous comprenez bien que ce patient-là aura des difficultés à atteindre les objectifs glycémiques, puisque finalement, ça ne bouge pas de la même manière chez lui, malgré une même prise d'insuline, à des jours qui sont différents. Or, cette variabilité glycémique a un impact, et c'est pour ça qu'on en parle. Cette variabilité glycémique prédit la mortalité dans une mesure plus grande que la concentration de glycémie. Donc là, vous voyez par exemple, on a la probabilité de survie, donc finalement l'indice de mortalité. Ici, il ne prend en compte que la moyenne donc, de glycémie, et là, il prend en compte les excursions glycémiques. C'est une étude qui a certes été réalisée chez des diabétiques de type 2, mais quand même, les variabilités glycémiques sont identiques, finalement, elles existent autant chez les uns que chez les autres. Et vous voyez que chez le premier tertile, on a
un taux de mortalité qui est plus important. Et donc, cette variabilité glycémique est en rapport direct avec la mortalité plus que la concentration de sucre dans le sang. La variabilité également glycémique, ça c'est l'étude ADVANCE qui a été réalisée en 2014 et qui montre que la variabilité glycémique, donc là on n'a que la variabilité de l'hémoglobine qui n'est pas importante. Par contre, si on prend la variabilité glycémique, ça a un effet important, prédictif de complications cardiovasculaires. De même, les hypoglycémies sévères augmentent avec l'augmentation de la variabilité glycémique. Donc on est plus à risque de faire des hypoglycémies sévères quand on fait des variations glycémiques. Cette étude a été réalisée chez des diabétiques de type 1. Et puis, l'impact cognitif, il est important à considérer. J'ai beaucoup aimé cette étude qui montre que l'impact cognitif existe aux deux extrêmes de la glycémie. Cette étude, moi je la vois mal ici, mais j'espère que vous la voyez mieux sur votre écran. Elle a été publiée sur Diabetes Care en 2009. Elle a concerné 61 enfants diabétiques de type 1, âgés de 6 à 11 ans, et on leur a fait deux tests simples, un test de calcul mental et un test de temps de réaction. Et il s'est trouvé qu'aux deux extrêmes, ici, en hypoglycémie, mais également en hyperglycémie, là c'est le math time, donc c'est le temps fait pour réaliser des calculs mentaux simples, et là c'est le temps de réaction, eh bien ils sont touchés aux deux extrêmes. Donc l'impact cognitif de cette variabilité existe aux deux extrêmes. Voilà le titre, c'est la cognitive function is disrupted by both hypo and hyperglycemia in school-aged children with type 1 diabetes. Donc là, la fonction cognitive est touchée de la même façon par l'hypo et l'hyperglycémie. Donc évidemment, on n'a pas intérêt à faire comme le cancre, à faire des excursions en hyper et en hypo. Et voici ce qu'ils mettent ici. En euglycémie, ces 61 enfants mettaient à peu près 1 minute, et on le voit ici, pour résoudre un problème mental simple. En revanche, en hypo et en hyperglycémie, ils ont 12 à 16 minutes de plus pour répondre aux mêmes questions. Ça n'affecte pas l'efficacité, 1 plus 1 font 4, mais ils mettent plus de temps à faire cette réponse. Évidemment, s'ils le font pour des calculs simples, vous comprenez bien que pour des éléments plus compliqués, ça va être encore plus long pour la réalisation. Donc cette excursion glycémique a différents impacts, la mortalité, les complications cardiovasculaires et également l'impact cognitif. Donc il ne faut pas regarder uniquement, on ne doit pas avoir les yeux uniquement rivés sur l'hémoglobine glyquée uniquement. Alors comme on l'a vu, cette variabilité, elle tient, si je reviens ici, une des causes de la variabilité de la glycémie tient aux influences des insulines qui sont injectées. Et pour ce faire, cette étude publiée dans Diabetes en 2004 a comparé les variabilités intra-individuelles de la NPH. Comme vous le voyez, les courbes sont extrêmement variables en intra-individuel pour une même dose. Cette variabilité intra-individuelle de la NPH est de 68%. Si on compare la glargine versus NPH, cette variabilité intra-individuelle tombe à 47%. Et la variabilité Levemir versus glargine versus NPH, vous voyez 67 versus 48 versus 27% de variabilité intra-individuelle. On ne l'annule pas, mais on permet de la réduire. Donc, pour répondre à cette petite fille qui vous posait la question, elle a une bonne hémoglobine glyquée, que va lui apporter de plus le schéma basal-bolus? Eh bien, on va lui répondre que ça lui apporte moins d'excursions glycémiques. Cette maman vous dit, déjà qu'il me fait des hypos, vous n'allez pas en plus me donner des stylos. Alors ces hypos sont une barrière psychologique au contrôle glycémique optimal, parce que les parents ont tendance à donner à manger aux enfants, que la peur des hypoglycémies touche même les membres de la famille, que c'est associé à une plus mauvaise qualité de vie, et donc ces hypoglycémies vont entraîner un impact sur le succès du traitement chez les diabétiques. Et vous le voyez ici, le pourcentage des patients qui baissent leur dose d'insuline après un événement hypoglycémique non sévère, c'est 74% chez les diabétiques de type 1, et après des épisodes sévères, pratiquement 2 diabétiques sur 3 vont baisser leur dose d'insuline. Ces hypoglycémies surviennent le plus souvent durant le sommeil. C'est un enfant qui va se réveiller en ayant mal à la tête, avec des difficultés de réveil, avec des cauchemars. Les analogues
là, les analogues vont réduire significativement les hypoglycémies nocturnes sévères chez les diabétiques. Donc vous les voyez ici sur le total des événements, c'est non significatif, mais par contre, pour les événements nocturnes, les analogues rapides asparte réduisent significativement le taux d'hypoglycémie nocturne sévère. Cette étude a comparé l'effet de l'insuline détémir et l'insuline glargine sur l'hypoglycémie. Alors vous le voyez, c'est sur 161 patients. Et le résultat des hypoglycémies, tous épisodes confondus, finalement, il n'y a pas une grosse différence. Par contre, pour les épisodes majeurs, sous détémir, 4 hypoglycémies majeures chez 3 sujets, et pour la glargine, 15 hypoglycémies sévères chez 12 sujets, 72% de risque d'hypoglycémie. De même, pour les hypoglycémies nocturnes, on a ici une réduction de 32% des risques et ce taux est significatif. Donc là, vous voyez, pour ce qui est des hypoglycémies, on a 53% de risque en moins et 62% en moins pour les hypoglycémies nocturnes. Donc pour cette maman, elle va vous dire qu'est-ce qu'il fait, vous n'allez pas me donner des stylos, eh bien sous stylo, on fait moins d'hypo. Ce bonhomme-là, il vous dit, je veux bien ne plus faire d'hypo, mais je ne veux pas non plus devenir gros. C'est le challenge de la baisse de l'hémoglobine glyquée, parce que si on baisse l'hémoglobine glyquée, on va avoir plus d'hypoglycémie et donc plus de prise de poids. Mais comme on l'a vu, sous stylo, justement, alors, il y a aussi cette étude-là, je voulais vous la montrer, que le risque de rétinopathie, en fait, donc quand on fait moins d'hypo, on fait plus de rétinopathie. Donc finalement, c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue. Donc idéalement, c'est de baisser le nombre d'hypoglycémies pour ne pas avoir de complications et sans avoir de prise de poids. Et là, pour ce qui est de la prise de poids, donc les deux schémas sont comparables par rapport à la prise de poids. Il n'y a pas de prise de poids importante sous insuline analogue lente. Donc ce bonhomme-là, il vous dit « je veux bien ne plus faire d'hypo », on va lui répondre qu'il va être toujours aussi beau. Alors, donc je rappelle quand même, hein, parce qu'on est en Tunisie et qu'on a les deux schémas existants, les avantages de l'un sont les inconvénients de l'autre. Donc là, on a moins d'injections, mais on a des contraintes horaires. Pour l'autre, on a plus de liberté. Mais aussi plus d'injections. Et c'est important de le savoir quand même. On a plus de glycémie et donc plus de bandelettes. C'est un schéma qui coûte cher en Tunisie, même prise en charge par la CNAM. Les petites nouveautés, alors mal aux injections, marre des injections. On a la pompe à insuline, j'en parle même si elle n'est pas prise en charge, et on n'administre que de l'insuline ultra rapide sous pompe, mais je pense que Marc Nicolino en a plus longuement parlé. Pour ce qui est des injections, mais ça on les a en Tunisie parce que ça fait mal, eh bien, on a pour les injections, on a soit les dispositifs cache-aiguilles, pas en Tunisie, mais ils existent parce que, en fait, la peur des injections, elle vient aussi du fait qu'on voit l'aiguille. Donc, le fait de la cacher, on a moins mal. Et puis, on a le iPort, voilà le dispositif. Il se place sur la peau et c'est lui qui reçoit les injections à la place du patient. Et ça fait une économie par mois pour les patients sous stylo à insuline, sous injection de 50 injections. Et s'ils sont sous stylo, 140 injections. معناها ما يحسهمش صغير في بدنه أما يحسهم في الiPort. Et puis les dernières des nouveautés. L'inspiration naturelle, ça a été publié au MIT récemment. On a essayé, donc on a donné de l'insuline qui s'est inspirée de cette tortue. Pourquoi? Parce que cette tortue-là, même en bougeant, elle va retomber sur ses pattes. Et donc, on a pris la même forme pour y mettre de l'insuline. Cette insuline sous forme de tortue est à avaler. Ça a été testé pour le moment sur des porcs, 5 mg d'insuline. Et on peut y mettre un petit peu tout. Elle va sécréter de l'insuline. Donc, au bout d'une seconde, 1 minute après l'injection et 1 heure après, elle va se dissoudre. Dernière nouveauté, une en février, donc publiée le 3 mars 2021, une insuline intelligente, lueur d'espoir pour améliorer le quotidien des diabétiques. C'est une insuline conditionnelle qui ne s'active que lorsque c'est nécessaire. Elle a été présentée donc par des Danois pour une insuline qui s'adapte automatiquement au niveau de sucre présent dans le sang. Donc s'il est élevé, elle va le faire baisser, mais si la glycémie est basse, elle ne va rien administrer, donc on évite les hypoglycémies.
C'est une insuline qui n'est pas encore disponible. Et puis, dernier projet publié le 9 juin 2021 de l'entreprise Biotech, qui est une injection qui combine à la fois de l'insuline et de l'amyline, qui est une hormone qui est également déficitaire chez les diabétiques. Or, c'est une hormone qui fait que les diabétiques ont des envies de grignotage et elle est associée à un ensemble de comorbidités. Les premiers essais ont montré une augmentation du temps passé dans la cible de glycémie sans augmentation de l'hypoglycémie, avec une amélioration du contrôle pondéral puisqu'ils ont diminué à peu près de 1 kg leur poids. Donc là, c'est le 9 juin, c'est à moins d'un mois. Ça vient de sortir, donc c'est une perspective aussi et on prend toutes ces perspectives parce que ça permet de donner de l'espoir aux